Chers amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre confinement se passe sans trop d'encombre et que le temps ne vous semble pas trop long. J'espère d'ailleurs que cette vidéo pourra le faire passer un peu plus rapidement qu'à l'accoutumée. J'aimerais vous demander, si vous le voulez bien, de m'aider à partager le travail que je fais sur cette chaîne. Si vous avez envie de partager ces vidéos sur les réseaux sociaux, si vous avez envie de liker, de vous abonner à cette page, je ne vous cache pas que ça m'aiderait énormément à la faire connaître, à la faire remonter dans les moteurs de recherche, etc. Donc voilà, n'hésitez surtout pas, je vous remercie d'avance et puis je vous souhaite une bonne écoute. J'ai rencontré Pierre alors qu'avec un groupe d'intéressés, je cherchais à organiser une cérémonie d'ayahuasca. C'était un type plutôt original, une sorte de John Lennon des forêts, cheveux longs, visage émacié qui ne faisait strictement pas ses 57 ans, et qui se définissait selon ses propres termes comme une sorte de folle cassos, ce qui n'a pas manqué de le rendre immédiatement sympathique à mes yeux. Il avait vraisemblablement une bonne connaissance des plantes médicinales et se proposait d'être l'accompagnateur de notre cérémonie. C'est un type assez diamétralement opposé aux chamans et autres accompagnateurs assez dirigistes que j'avais rencontrés jusqu'ici. Pierre n'avait avec nous que deux ambitions. La première était de nous faire travailler dans un premier temps à une méthode d'auto-questionnement appelée le travail de Cathy Byron, dont l'objectif était par une suite de questions et de contre-questions de dissoudre toutes sortes de blocages mentaux susceptibles de pourrir la vie d'une personne. La seconde était de nous assister lors d'une cérémonie d'ayahuasca. Du point de vue du travail de Cathy Byron, Pierre a estimé que notre séjour avait été catastrophique, puisque la plupart d'entre nous s'étaient montrés assez peu réceptifs à la pratique. Je ne m'étendrai pas trop sur la question vu que ça n'est pas l'objet de cette vidéo. Par contre, j'incite ceux qui pourraient être intéressés par cette méthode à faire leurs propres recherches, car il semble qu'elle est véritablement d'intéressantes vertus, en particulier pour ceux qui cherchent à sortir de leur routine mentale sans passer par des substances exogènes. Au sujet de son rôle de facilitateur, Pierre a été très clair. « Je suis là pour vous assister et vous proposer quelques-unes de mes connaissances, dit-il. Pour le reste, vous êtes deux grands garçons. Vous gérerez votre trip chacun à votre manière et je n'ai pas à intervenir plus que cela. » Pour le groupe avec une quinzaine de cérémonies à notre actif en moyenne par personne, l'idée nous semblait séduisante et nous l'avons donc suivie pour nous superviser lors de l'absorption de la quaternité du râpé, de l'ayahuasca, du kambo et du bufo alvarius. Cette dernière substance, le bufo alvarius, dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, est l'un des psychédéliques les plus puissants connus. Il provoque un décollage immédiat, terrifiant et extrêmement court vers un plan de conscience proche du néant, celui qui correspond le mieux à ce qu'on appelle la mort de l'ego. Je ne l'ai pratiqué en réalité qu'une seule fois. Je considère de temps en temps l'idée de réitérer l'expérience, mais son intensité fait qu'à ce stade, même avec les désormais nombreuses expériences psychédéliques que j'ai à mon actif, je n'ai jamais repassé le cap. Et quelle ne fut pas ma surprise à ce moment-là de m'apercevoir que Pierre, ce facilitateur, la pratiquait jusqu'à une dizaine de fois par jour. Je n'en revenais pas, tant la chose me paraissait absolument impensable. En ce qui me concerne, la terrible expérience du bufo alvarius a nécessité un bon mois afin de me rétablir émotionnellement, et je pense être loin d'être le seul dans ce cas-là. La consommation de Pierre étant unique à ma connaissance, j'ai trouvé suffisamment intéressant de l'interroger à ce sujet. Confinement oblige, nous n'avons pas pu nous rencontrer. Ce que je m'apprête à vous décrire ici est la restitution d'une conversation téléphonique avec celui que j'appellerais l'homme aux 3000 bufo alvarius. Quelques minutes après avoir pris de nos nouvelles respectives, je demande à Pierre à quand remonte sa dernière consommation de bufo. Il m'explique qu'elle date d'il y a une quinzaine de jours. Puisqu'il ne se trouve pas au Mexique, il précise qu'il ne s'agissait pas de la substance provenant du crapaud directement, mais de la molécule synthétique, la 5-MeO-DMT, qu'il fumait avec une pipe et dont les effets sont, selon lui, rigoureusement identiques. En l'occurrence là, il n'en avait plus. Compte tenu de cette consommation qui avoisine les 10 pipes par jour lorsqu'il en a sous la main, je lui demande s'il ressent une forme de manque, d'addiction vis-à-vis de la substance. Il m'explique alors que non. Quand il en a, il la fume, un peu à la manière d'une sortie à Disneyland.
Quand on y est, on en profite. On fait le tour des attractions et puis quand le parc ferme, on retourne chez soi et puis c'est fini. Pas de sentiment de manque, que ce soit physique ou psychique. Il me précise et confirme mon point de vue selon lequel on ne peut pas vraiment développer d'addiction aux psychédéliques, et ce pour tout un tas de raisons. Soit leur effet diminue à mesure qu'on les consomme, soit leur puissance et la multitude des variables fait qu'on y va toujours un petit peu à reculons. Ce ne sont pas des choses qu'on peut pratiquer d'une manière quotidienne, sauf dans certains cas dont il semble faire partie. Je lui demande alors de me décrire son dernier trip. Pour lui, qu'on parle du premier ou du dernier, en matière de Buffo Alvarius, c'est toujours un petit peu la même chose. Une dissolution de l'ego dans un état de transcendance absolue, loin du temps, loin de la matière, loin de la pensée, dans un état qu'il qualifie d'originel. Avec le Buffo, dit-il, je m'ouvre à Dieu. J'atteins un état qui me semble être proche de ce que les Indiens appellent le Nirvikalpa Samadhi, soit le plus haut état de conscience de la religion hindoue dont je me sens proche. En tout cas, c'est ce qu'il me semble. Ce qui est sympa avec Pierre et assez différent des expériences que j'ai eues avec d'autres chamans, facilitateurs ou administrateurs de psychédéliques en tout genre, c'est qu'il n'y a chez lui aucune forme de coercition. Il ne définit jamais son expérience comme une vérité absolue, il ne vous gave pas de ses croyances. Il relate, analyse, recoupe avec ses connaissances tout en gardant un regard critique, ouvert à la nuance et au questionnement. Rien n'est jamais immuable ni définitif. Et dans ce sens, c'est assez intéressant parce que le paradoxe des psychédéliques, c'est qu'ils ont d'une part cette capacité à broyer l'ego de leurs usagers pour leur permettre de faire une expérience de conscience inédite, mais par la suite, ces mêmes usagers reviennent avec des intentions qui s'apparentent à celles d'un messie ou d'un prophète qui cherche à tout prix à faire connaître son expérience à tout le monde, comme si la sienne valait mieux que celle des autres. En d'autres termes, la dissolution de l'ego dans un état psychédélique induit par la suite un boursouflement de ce même ego retrouvé par des gens qui croient avoir tout pigé à la vie. Ce n'est clairement pas le cas de Pierre, toujours enclin au doute, au fait de reconnaître la totale subjectivité de son expérience, sans jamais essayer de la refourguer à qui que ce soit. Et pour m'être rendu coupable de ce que j'appelle le complexe de l'oracle, j'avoue que sa façon de voir les choses est pour le moins rafraîchissante. Lorsque je lui demande pourquoi, après tant de prises de Buffo, il y retourne toujours, il m'explique le plus simplement du monde qu'il aime ça. Il aime les visions, les prises de conscience et les déclics que ça lui apporte. Les 3 ou 4 premières prises sont effrayantes, m'explique-t-il. Mais si tu acceptes en ton fort intérieur de lâcher l'affaire, de laisser la substance t'emporter là où elle le souhaite, ça devient juste agréable. C'est à la fois beau et réconfortant. J'enchaîne alors sur les autres questions. Comment en est-il arrivé à faire la découverte du Buffo, entre autres médecines? Il m'explique alors qu'il a contracté le virus du sida, que par conviction il refusait de se soigner et a de fait développé de vives angoisses et une anxiété globale vis-à-vis de la mort qu'il sentait s'approcher. Un jour, il a découvert que des centres pratiquaient l'administration de psychédéliques et il a donc décidé de faire l'expérience de la quaternité du râpé, de l'ayahuasca, du kambo et du Buffo. Ce dernier a, par sa capacité à le confronter à une forme d'immortalité, effacé en lui durablement toute angoisse de mort, et ce, dès la première prise, tout en précisant que ces angoisses n'ont pas complètement disparu de sa vie non plus. Elles reviennent de temps à autre, me dit-il, mais de façon bien plus douce et passagère que par le passé. Je prends alors un instant pour lui exprimer que dans ma propre expérience, les psychédéliques semblaient dissoudre un à un tous mes filtres, tous mes dogmes, toutes mes croyances pour m'exposer à une sorte de mode de conscience purifié, et je lui demande alors s'il se retrouve dans cette idée-là. Lui me répond qu'il est entré dans une forme de spiritualité par l'Inde, qu'il a beaucoup marqué aussi. Lorsqu'il a fait la première expérience du Buffo, il a effectué des danses issues de cette culture dont il se sent proche. Il n'en a aucun souvenir, évidemment, son esprit était ailleurs à ce moment-là et ces danses lui ont été rapportées a posteriori. Mais de son point de vue à lui, les psychédéliques auraient plutôt tendance à générer la plus haute expression de la culture spirituelle pratiquée. Nous passons ensuite en revue les différentes médecines que nous avons pratiquées ensemble. Je lui dis que pour moi, le râpé a la vertu de placer dans un état méditatif. L'ayahuasca permet l'exploration de la conscience, le kambo permet la purge du corps et le Buffo permet de monter la conscience à son sommet pour avoir un plan d'ensemble aussi vaste que possible, et que les 4 fonctionnent mieux lorsqu'ils sont pratiqués ensemble. Là-dessus, il est d'accord avec moi. Mais il ajoute
également à ma grande surprise que si le buffo a sa préférence, c'est le kambo qu'il considère comme la reine des médecines. Elle n'est pas psychotrope, je te l'accorde, me dit-il, mais par la souffrance qu'elle induit, c'est elle qui t'emmène au plus profond de toi. Prenons un exemple. Si je te pète le doigt avec un marteau, tu vas souffrir. Tu peux concentrer ton attention sur la douleur, voir de quoi il retourne exactement et éventuellement décider de t'en abolir. Le kambo te place dans un tel état de détresse physique, dans l'ensemble de ton corps, qu'il te pousse à capituler vis-à-vis d'elle. Il n'y a nulle part où aller ailleurs qu'en toi-même. En ce sens, c'est probablement la médecine qui semble te permettre d'aller le plus loin possible et d'ainsi expérimenter des modifications de conscience plus amples et plus durables. J'entends que tout cela peut faire peur, mais ça se comprend, surtout quand on décide d'employer des chemins aussi sinueux qu'une recherche d'éveil de la conscience. À ce sujet-là, je décide de l'interroger sur un de mes penseurs favoris du moment. Vous avez pu le constater dans mes autres vidéos, je porte énormément d'intérêt au modèle de conscience proposé par le psychanalyste Jung, qui de mon point de vue s'accorde à merveille à l'expérience psychédélique. Je lui demande son avis sur la question. Bof, me répond-il, pas très convaincu. Je trouve que ces théories d'inconscient collectif, les archétypes, tout ça, ça n'est pas véritablement vérifiable, ça ne va pas vraiment de soi. Ce qui ne manque pas de me faire bondir. Je lui réponds, comment ça c'est pas vérifiable ? En ce qui me concerne, j'ai passé une nuit avec Aphrodite, lui dis-je en riant, et c'était incroyable, ça a redéfini mon rapport à la sexualité et à la libido d'une façon sans précédent. À ce moment-là, je lui fais référence à un trip dans lequel j'avais décidé d'explorer le concept de cette libido. Et cette dernière s'était manifestée à moi comme une divinité de la fécondité qui m'avait enseigné tour à tour la séduction, puis l'amour et la sexualité. Une perception que je ressentais comme une véritable rencontre avec l'un des archétypes décrits par Jung. Je lui dis, tu vois, cette divinité que j'ai rencontrée, pour moi c'est l'expression symbolique de la libido. Elle est issue des mécanismes chimiques du corps et s'exprime à travers l'imaginaire humain sous la forme d'une divinité, et on en retrouve un modèle dans à peu près toutes les civilisations. Si c'est le cas, si je l'ai expérimenté, c'est que d'une certaine façon ça doit exister. Ok, d'accord, me répond-il. Mais pour moi ça reste un point de vue, et pas un état de fait. Mais n'empêche, si tu veux qu'on cause psychanalyse, je t'avoue que je me retrouve plus chez Lacan, qui me semble bien plus facilement communicable que les concepts jungiens. Bref, je lui avoue que je ne connais pas Lacan, donc je n'ai pas grand-chose de plus à avancer. On décide donc de passer à autre chose. Je lui demande, dans la mesure où il propose un accès aux médecines psychédéliques, s'il se considère comme un facilitateur ou un chaman. Juste un facilitateur, me dit-il. Je donne à ceux qui le souhaitent les médecines que j'ai à ma disposition sans plus d'intervention qu'une surveillance de ma part pendant leur expérience. Je lui demande alors ce qu'il pense de ceux qui se considèrent comme étant des chamans. Il me répond « Ces gens-là prennent un pouvoir qui ne leur appartient pas. De mon expérience, ils s'emparent du trip des autres et le colorent de leurs propres intentions. C'est ce qui aboutit à une forme de gourouisation qu'on retrouve dans certains groupes, à commencer par ceux qui m'ont fait découvrir ces médecines. En cela, je leur suis reconnaissant de ça, mais pour le reste, en ce qui me concerne, c'est une boîte qui fait beaucoup de coercition et qui reste surtout pour moi une boîte qui fait du fric. Faut pas croire que les chamans sont sans ego, continue-t-il. Il y en a beaucoup qui aiment l'argent. Et c'est pour ça que ma préférence va plutôt vers les approches indiennes qui en sont moins imprégnées. Donc lorsque j'endosse le rôle de facilitateur, je renvoie l'autre à son propre pouvoir. Ce pouvoir, il est dans le fort intérieur de l'usager, certainement pas dans celui qui l'accompagne. Mon job, c'est juste de mettre en place une situation qui lui laisse la latitude nécessaire à lui permettre de trouver ce pouvoir. Nous abordons ensuite la question des désagréments ou regrets, les répercussions physiques ou psychiques induites par la consommation qu'il a du Bufo alvarius ou à défaut de sa molécule, la 5-MeO-DMT. Je n'ai pas de regrets, me dit-il. Pas de dégradation quelle qu'elle soit, en tout cas pas dans ma perception. J'ai juste le sentiment de ne pas pouvoir aller au-delà de 10 pipes par jour pendant une dizaine de jours. Au-delà, j'ai le pressentiment que ça affaiblirait trop mon corps et que je pourrais potentiellement en mourir. Mais autrement, les consommations de Bufo, surtout quand elles sont modérées, ne sont absolument pas un problème. En fait, c'est surtout chiant pour les autres. Parce que pendant l'expérience, on peut devenir très agité, voire violent, on peut pleurer, on peut hurler.
Celui qui vit le truc ne s'en rend pas compte, parce qu'il est dans son monde, mais ceux qui l'encadrent peuvent passer un moment plutôt désagréable. Sans blague, lui dis-je, ayant été moi-même à l'assistance d'autres personnes. Mais toi, je sais que tu ne le fais pas systématiquement encadré, je t'ai vu fumer tout seul. Il me répond, je fume essentiellement seul. Mais bon, je suis un cas particulier. Je lui demande si le buffo a changé sa perception du monde de façon durable. Comme je te l'ai dit, me répond-il, il y a eu un changement dans ma conception de la mort. Le buffo m'a renvoyé à une forme d'immortalité, une sorte d'état suprême que je décrirais comme un état d'absorption totale, dénué de conscience individuelle. Oui, oui, je comprends, lui dis-je. Mais dans ta perception quotidienne, est-ce que tu vois des changements? Je dirais que les semaines qui suivent engendrent une perception du monde différente, notamment dans le contact avec tout ce qui est électrique par exemple. Je sens des sortes d'éclairs qui au bout de mes doigts si je m'approche d'un pavé tactile par exemple, mais c'est assez anecdotique. Et puis dans les jours qui suivent, je ne perds plus conscience dans mon état de sommeil profond. Mais tout cela reste un résidu de l'effet de la drogue qui finit immanquablement par passer. Je lui demande alors ce qu'il pense du statut légal de ces molécules, notamment en France. C'est très dommage que ce soit illégal, me dit-il. Mais c'est un fait, nos sociétés, notamment les sociétés occidentales, n'aiment pas les gens libres. Et le buffo a le pouvoir de libérer les gens, en restructurant l'esprit, le rapport à la mort, les hiérarchies sociales qui ne vont pas forcément dans l'intérêt de ceux qui en bénéficient dans la structure actuelle. C'est la raison majeure pour laquelle le buffo, comme les autres psychédéliques, sont illégaux, en tout cas pour moi. Sa réponse m'évoque alors l'hypothèse du singe enivré, popularisée par Terence McKenna, qui soutient que c'est l'expérience psychédélique qui, en des temps reculés, aurait fait descendre des arbres un certain groupe de singes qui répondront par la suite au terme d'humains, et qui a instigé en eux une conscience plus développée, qui les a amenés à construire par la suite des organisations sociales, des inventions en tout genre, inédites jusqu'ici dans le monde du vivant. Je suis assez surpris de voir qu'il ne connaît pas cette hypothèse, qui est assez célèbre parmi les psychonautes, mais aussi qu'il n'y souscrit pas vraiment. Ce qui est sûr, me répond-il, c'est que beaucoup d'espèces animales se défoncent, que ce soit en mangeant des champignons pour certaines, des fruits trop mûrs dont le sucre est devenu de l'alcool pour d'autres. Tout cela ouvre sur des plans de conscience nouveaux et à de nouvelles informations. Maintenant, est-ce que ça participe d'une évolution particulière? Franchement, je n'en sais rien. Peut-être que c'est vrai que l'homme a évolué, peut-être grâce ou à cause de ces substances, mais mon expérience de ces substances m'invite à me satisfaire du moment présent plutôt qu'à aller chercher à étendre mon pouvoir sur le monde. En ce qui me concerne, me dit-il, je suis peinard, je dois ma paix d'esprit au buffo et je ne vois pas l'intérêt d'aller inventer des trucs et des machins. Pourquoi est-ce que les psychédéliques m'encourageraient dans ce genre de choses, qui plus est, qui dégradent le plus souvent l'état naturel du monde? Ce qui est sûr, c'est qu'elles permettent de plonger dans l'inconscient. Et en cela, je les trouve intéressantes. Pour le reste, il marque une pause. Pour le reste, t'as qu'à dire que j'en sais rien, conclut-il dans un éclat de rire.